Chapitre 24. Un ami de la terre. Le ciel était bleu indigo, et la forêt était remplie des sons des animaux sauvages. Mon cœur était lourd. Comme moi, ces animaux cherchaient probablement le bon endroit pour se reposer cette nuit. La seule différence, c'est qu'ils savaient exactement où chercher. Alors que le ciel s'assombrissait, je devais trouver un endroit sûr pour me reposer et passer la nuit. Le long du chemin, j'ai remarqué un grand arbre à côté d'un ruisseau et j'ai décidé d'examiner les lieux. Sous cet arbre, le sol était sec et plat. De l'autre côté du petit ruisseau étroit, il y avait un grand champ ouvert avec en toile de fond des collines ondulées. Je me suis lavé le visage dans le ruisseau, j'ai rempli ma bouteille, puis je me suis assis en appuyant mon dos contre le grand arbre. Je me suis reposé un moment. Le soleil était depuis longtemps parti mais, dans ce monde, la nuit n'était pas si sombre, je pouvais donc encore tout voir très clairement. Perdu dans mes pensées, j'ai soudainement entendu des pas qui foulaient des feuilles sèches et s'approchaient de moi. Je me suis levé, alerte et prêt à agir. Dans ma tête, j'ai commencé à me préparer au pire des scénarios. Même si Mine m'avait assuré qu'il ne m'arriverait rien de mal, je fixais l'obscurité avec de grands yeux, en attendant les pas qui approchaient, mon cœur battant la chamade, ne sachant pas à quoi m'attendre. J'ai finalement aperçu une silhouette, obscurcie par la faible lumière, et je me suis senti quelque peu soulagé de voir qu'il s'agissait d'un homme. « Bonjour, qui est là ?» ai-je appelé, en feignant de paraître plus confiant que je ne l'étais réellement, et je l'ai salué en premier pour évaluer sa sympathie. « Ah, te voilà !» répondit l'homme. Je me suis immédiatement senti soulagé, comme si un grand poids avait été enlevé de ma poitrine. En le voyant et en entendant sa voix amicale, j'ai tout de suite senti qu'il n'avait aucune mauvaise intention. L'étranger était un homme d'âge moyen, d'environ 50 ans, pas très grand, avec des cheveux poivre et sel. « Bonjour », me salua-t-il. « Tu aurais dû continuer à marcher un peu plus loin. Ma maison est juste au coin, » dit-il. « Je t'attendais, mais quand j'ai appris que tu allais dormir ici pour la nuit, j'ai dû me dépêcher de venir te chercher, » continua-t-il. « Tu savais que j'arrivais ? » lui demandai-je, me demandant comment il aurait pu le savoir. « Bien sûr, ce matin, le gardien m'a dit que tu arriverais aujourd'hui, » répondit l'homme. « De quel gardien parles-tu ? Eh bien, la personne qui t'a vu partir ce matin. Tu parles de Mine ? Répondis-je. Oui, comment a-t-il ? Allais-je demander ? Mais j'ai alors compris qu'ils avaient dû communiquer par télépathie. La distance n'est pas un problème pour le langage de l'âme. Nous avons seulement besoin d'un sujet clair pour communiquer, répondit-il à la question que j'avais formée dans mon esprit. Viens, allons d'abord chez moi. Je t'ai envoyé un message télépathique te disant de continuer à marcher un peu plus loin. Ne l'as-tu pas entendu ? Demanda l'homme. Je ne suis pas sûr, mais j'ai senti qu'il y aurait un meilleur endroit pour me reposer plus loin, répondis-je. Mais tu ne l'as pas cru ? Dit-il. Il faisait sombre et je ne savais pas ce qui m'attendait, avouai-je. C'est un problème commun parmi les gens de notre monde. Nous ne faisons pas confiance aux pensées qui surgissent de l'intérieur, répondit-il. Attends, tu as dit, les gens de notre monde, parles-tu de ton monde ou du mien ? Demandai-je. Oh, c'est vrai. Je vais t'expliquer. Mais laisse-moi d'abord me présenter,
répondit-il, tout en continuant à marcher. Mon nom est Yoshida. En réalité, je viens aussi de ton monde. J'étais un soldat et pilote japonais, et je suis ici depuis 76 ans maintenant, dit-il. Tu es japonais. Comment es-tu arrivé ici? M'exclamai-je, me sentant comme si j'avais trouvé un ami. Ah, je sens aussi que j'ai trouvé un ami, répondit Yoshida avec bonhomie, comme s'il avait entendu ma pensée. Quand je suis arrivé ici pour la première fois, je ne savais pas comment cela s'était produit. J'ai appris plus tard que j'avais traversé le portail interplanétaire, mais pas le même que celui que tu as traversé. Je suis passé par le portail dans l'océan, en pilotant mon avion, me raconta-t-il. Waouh! Ça ressemble à une aventure. Pourrais-tu m'en dire plus? J'avais lu ce genre d'histoire de nombreuses fois, sur des avions en plein vol ou des navires de la marine disparaissant du radar en voyage, et je m'étais toujours demandé si elles étaient vraies. Je n'aurais jamais imaginé rencontrer quelqu'un qui l'avait réellement vécu. À cette époque, j'étais un soldat de 29 ans servant dans le service aérien de la marine japonaise, continua Yoshida. Je me souviens de la date exacte, le 4 décembre 1941. C'était le premier jour où j'ai piloté le modèle le plus récent des chasseurs, le Mitsubishi A6M0. Ma mission était de protéger les troupes qui se dirigeaient vers Hawaï. À cette époque, l'Empire japonais était en guerre avec la Chine. Mais pour des raisons qui m'étaient inconnues, les troupes volaient dans la direction opposée, loin de la Chine, vers l'océan Pacifique, en direction des îles Hawaï. Je savais seulement que ma mission était d'escorter une flotte de navires de guerre, des dizaines de cuirassés et de porte-avions de bombardiers. Je ne connaissais pas la mission principale, mais je m'attendais à ce qu'il y ait un combat majeur. Yoshida continua, je ne sais pas ce qui s'est vraiment passé après cela. Parce que ce jour-là, alors que j'étais en mission de reconnaissance, à environ 15 000 nautiques des cuirassés, à environ 100 000 nautiques au sud-est de Tokyo, j'ai radié à la flotte de la marine, qui se dirigeait vers l'est, que j'étais à sa position de 7 heures, à 15 000 nautiques de distance. La flotte a reconnu mon message, alors j'ai signalé les conditions météorologiques. J'étais surpris, alors j'ai vérifié ma position à nouveau, continua-t-il. Tout semblait être exactement comme je l'avais signalé. À cet instant, j'ai entendu le craquement d'un éclair et j'ai pensé qu'il y avait une chance que la foudre frappe mon avion, car le bruit était si proche. J'ai tenu le manche de commande très fermement, baissé la tête, le corps en alerte maximale, car j'étais convaincu que la foudre allait me frapper. J'ai entendu le même craquement aussi, l'interrompis-je, alors qu'il partageait son expérience de passage à travers le portail. Plusieurs secondes passèrent, mais il n'y eut pas de tonnerre. Le craquement avait disparu, mais je faisais face à de nouveaux problèmes. Tous les cadrans de mon cockpit devinrent fous, tournant furieusement de haut en bas, et toutes les lumières d'alerte sur mon tableau de bord étaient allumées. L'écran radar s'est éteint. Ma radio est passée d'une fréquence aiguë à une fréquence très basse. Mon avion tremblait de partout, comme une voiture roulant sur une route très accidentée. Tout cela a duré environ 10 secondes, décrivit-il la situation. Je me suis ressaisi et j'ai regardé autour de moi, réfléchissant intensément à ce qu'il fallait faire ensuite.
Mon avion fut soudainement enveloppé dans une brume blanche au lieu des nuages sombres dans lesquels j'étais auparavant. Le bruit strident de la radio avait disparu, remplacé par un silence inquiétant. Les cadrans, les lumières d'alerte et l'écran radar étaient revenus à la normale. Ce qui était étrange, c'est qu'il n'y avait rien qui bougeait autour de moi dans un rayon de 100 km. Mayday, Mayday, raconta Yoshida. J'envoie mon code QRM. Informer le centre de commandement qu'il y a des interférences. J'ai radioé des dizaines de fois de plus, mais il n'y avait aucune réponse. J'étais vraiment terrifié à ce moment-là. Bien que j'ai été formé pour répondre à toutes les situations d'urgence possibles, cet incident ne ressemblait à aucun d'eux. L'avion était en conditions normales, l'écran radar était revenu, tout était normal, sauf qu'il n'y avait rien autour de moi. Yoshida poursuivit son histoire. La seconde suivante, mon avion sortit de la brume blanche. Soudain, le ciel devint d'un bleu éclatant, parsemé de fines nuées blanches. Il était clair et ensoleillé. Quand je me retournai pour regarder en arrière, il n'y avait plus trace ni des nuages sombres ni de la brume blanche. Je continuais à piloter mon avion, me disant que ce n'était qu'une interférence bloquant ma communication, et que si je continuais à voler un peu plus loin, je pourrais contacter les autres à nouveau. Cependant, les choses ne se passèrent pas comme prévu. Je continuais à voler au-dessus de la mer à une vitesse de 250 km/h. Pendant des heures, personne ne répondit aux messages envoyés, dit Yoshida. J'ai alors décidé de changer la fréquence radio, mais j'ai été encore plus effrayé lorsqu'aucune des fréquences, ni celle de l'ennemi ni les nôtres, ne fonctionnait. En fait, c'était comme si personne n'utilisait ces fréquences radio. Il n'y avait pas de conversation, seulement le silence. J'étais très effrayé, non pas d'entrer dans ce monde parallèle parce que je n'en étais pas encore conscient. J'avais plutôt plus peur d'avoir pénétré dans un territoire ennemi et de me faire abattre. C'était une expérience effrayante de voler à l'aveugle. Yoshida continua son récit. Finalement, j'ai vu la Terre, mais je n'étais pas ravi parce que je savais que j'entrais dans un territoire inconnu qui pourrait être encore plus dangereux. On pourrait m'accuser d'envahir l'espace aérien ennemi. Alors, j'ai décidé de radio-air pour demander la permission de faire un atterrissage d'urgence. Mais comme auparavant, il n'y eut aucune réponse. Je continuais à voler, concentré sur la recherche d'une piste d'atterrissage sécurisée. J'ai baissé mon altitude pour en chercher une et je l'ai repérée. C'était une prairie dégagée, assez longue et large pour atterrir. Je n'avais qu'une seule tentative pour atterrir l'avion de chasse parce que l'appareil était gravement endommagé. Les deux roues et une aile se sont détachées lors de l'impact à l'atterrissage. Heureusement, je n'étais pas blessé. Jusqu'à ce jour, l'avion est toujours là. Où est-ce ? Demandai-je, à environ quelques centaines de kilomètres de chez moi, répondit Yoshida. J'y suis retourné une fois, il y a 30 ans. Quel âge as-tu maintenant ? Demandai-je. Je suis arrivé ici à l'âge de 29 ans et je suis ici depuis 76 ans, donc. Répondit Yoshida. Donc, 105 ans. Tu as 105 ans ? Au premier abord, j'aurais pensé que tu avais environ 50 ans, dis-je, en considérant son apparence et son agilité. Vraiment, j'ai déjà 105 ans ? Yoshida semblait surpris lui-même.
Si tu ne l'avais pas demandé, je n'y aurais pas pensé non plus. Il est tellement agréable de vivre ici que je ne sens même pas que j'ai vieilli.